Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes à ce match, le match le plus important de cette fin de saison. Les amis olympiennes et olympiens, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme pour cette journée qui peut être historique, surtout ce soir à partir de 23 h, on va dire, minimum, jusqu'à minuit peut-être, pourquoi pas les tirs au but. Ce match retour face à l'Atalanta, le match aller un partout du côté du Vélodrome. Est-ce qu'on arrivera à se qualifier pour la 6e fois dans l'histoire olympienne en Coupe d'Europe, en finale d'une Coupe d'Europe, le seul club français à y arriver? Je suis chaud et d'ailleurs je suis en train de flamber, là vous avez la fumée qui vient d'apparaître les amis. Est-ce que chez vous, vous êtes chaud, artichaud pour assister à cette rencontre de ce soir? Ce soir on se retrouve en live, hein. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ceux qui s'abonnent maintenant, pour ceux qui sont satisfaits du contenu. Mettez un petit like, un petit commentaire pour la vidéo et ce soir vous revenez pour passer le dernier, peut-être le dernier live ensemble. Et oui, comme je vous l'ai dit, les 3 derniers matchs en Ligue 1, je ne pourrai pas les faire. Et si l'OM, malheureusement, n'y arrive pas à aller en finale, ça pourrait être le dernier match officiel sur la chaîne Seb H Foot de l'Olympique de Marseille. On continuera cet été, mais ça sera des matchs amicaux. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Voilà les amis, l'introduction est lancée. J'espère que vous êtes chauds. Voilà, moi je suis chaud là, je suis prêt à vivre une soirée avec vous énorme. Voilà, donc on se retrouve ce soir, mais d'abord la vidéo, comme d'habitude, on va parler de la conférence de presse, on va parler des compositions d'équipe et de 2-3 sujets avec, pour terminer, un petit point pour Pablo Longoria en interne, comment ça se passe avec le départ de Tessier qui est annoncé. On va en parler après l'introduction. Et on commence par quoi? Justement, on commence par me donner de la force. Pour ceux qui me suivent, ceux qui ont envie de me donner de la force pour soutenir la chaîne, si vous voulez qu'on continue un peu plus longtemps, pourquoi pas, il faut renforcer la chaîne par les petits likes, c'est le référencement. Et plus il y aura des référencements, plus il y aura de monde, plus je serai satisfait. On pourra débattre plus souvent. Et si la chaîne me permet de, pourquoi pas, annuler quelques nuits de travail, eh ben, on continuera un peu plus. Parce que moi, je travaille la nuit. Et si je travaille la nuit, eh ben, on ne se retrouve pas pour les lives. Au moins pour les lives. Après, pour les vidéos, je continuerai peut-être. On verra bien comment je me sens par rapport au travail où je serai placé. Voilà les amis, donc on est à 11. J'aimerais bien qu'on passe à, pourquoi pas, à 111. Pourquoi pas un de plus. Ou alors, si vous n'arrivez pas à 20, 30, 40. Comme vous le voulez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, maintenant, on part sur les sujets olympiens avant tout. Alors, je vous ai montré hier le maillot de l'extérieur de l'Olympique de Marseille pour la saison 2024-2025. Et celui-ci, c'est un leak qui est ressorti, je ne sais plus de quel compte, on s'en fout du nom, c'est pas grave, merci en tout cas. Ils nous ressortent ce maillot qui serait probablement celui de l'année prochaine. Ça me semble bizarre, point de vue logo. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce logo écusson. Ça me semble tout à fait bizarre. Alors, je ne sais pas les inscriptions qu'il y a dessus. Peut-être ça correspond à une histoire. Il faudrait savoir un petit peu l'histoire de cet écusson, de ce maillot-là, pour être satisfait ou pas. Donnez-moi votre note, comme hier. Il n'y en a eu qu'un qui a noté hier, Steph. S'il y en a d'autres qui ont envie de noter aujourd'hui, donnez-moi la note de ce maillot-là, qui serait probablement le maillot de l'année prochaine. Et s'il vous plaît, bien sûr. Allez, on y va et on enchaîne maintenant avec le groupe pour aujourd'hui. Donc, vous l'avez reçu hier normalement. Donc, au gardien, ça ne change pas. Paul Lopez, Ruben Blanco, Simon qui sera donc le 3e gardien. Les défenseurs, nous avons tous les défenseurs de disponibles puisque Meïté revient. Voilà, donc il y a Mbemba, Balerdi, Gigot, Meïté, Klos, Murillo, Soglo et Merlin. Il n'y a pas bien sûr d'Ulysse Garcia puisqu'il n'est pas enregistré dans la liste européenne. C'est Soglo qui le remplace poste pour poste. Donc on a quand même 8 défenseurs centraux pour 4 postes, ou pour 3, ou pour 5, selon comment on jouera bien sûr. Normalement on partira à 5 derrière ou à 3, vous allez voir après les compos. Du côté du milieu de terrain, on a Aminarit, ou Asdounaï, Gaël Lafont qui refait qui revient dans le groupe encore une fois, comme Daou, le jeune Raman Daou qui est encore là, qui avait fait une bonne prestation face à Benfica. Kondogbia et Veretout. Pour les absences, bien sûr, on a Bilal Nadir, grosse blessure jusqu'à la fin de saison. On espère qu'il revienne la saison prochaine et je ne serai peut-être pas avec vous pour le vivre, mais j'espère qu'il revienne pour lui, Bilal. Et Valentin Rongier, qui, on va en parler tout à l'heure pendant la conférence, il y a eu un retour pour sa blessure. Malheureusement, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Pour les attaques, c'est Correa, Enrique, Aubameyang, Mumbagna, Sarr et Ndiaye. Pas d'absence. Voilà, donc le groupe est au complet pratiquement. C'est important de le dire. On a toutes nos armes dans nos mains et il faut
absolument qu'on gagne ce match et qu'on se qualifie. Allez, on enchaîne maintenant avec la conférence de presse et les premiers mots. Je ne vais pas vous lire toute la conférence de presse, je vous mets plus ou moins ce qui était intéressant. Jean-Louis Gasset nous a parlé d'Aubameyang, d'Mbemba, de Verretou et de tant d'autres choses, de l'importance de ce match-là, de l'importance d'une demi-finale de Coupe d'Europe pour un club français, et c'est sa première demi-finale dans sa longue carrière de coach à Jean-Louis Gasset, et il a envie de rendre heureux le peuple marseillais. Alors, il nous a dit, Jean-Louis Gasset, je suis très content que vous me parliez de Valentin. Voilà, c'était la question pour Valentin Rongier. Parce que ça aurait été le seul avec lequel je n'aurais pas travaillé. Mais tous les matins, on boit le café ensemble. Il me donne son ressenti, me parle de petits détails et m'aide. Donc, Valentin Rongier, malgré qu'il n'apporte plus sur le terrain, il apporte au moins. Voilà, dans le côté relationnel avec le coach, avec le staff, il leur donne des idées, pourquoi pas, et il leur donne son vécu par rapport au temps qu'il a passé sur le terrain en tant que capitaine. Voilà, il reste le capitaine de l'équipe malgré qu'il n'est plus sur le terrain. C'est toujours un capitaine dans l'âme, comme à l'époque Payet quand il n'était plus en titulaire avec Tudor. Vous en rappelez que Rongier il avait dit Payet, Dimitri, c'est toujours le capitaine. Et de toute façon, on est tous capitaines. Tout le monde a son mot à dire. Et là, Valentin, malgré qu'il ne joue pas, il a son mot à dire. Et tous les matins, il prend son café avec Jean-Louis Gasset. Voilà, c'est une petite anecdote. On continue avec Valentin Rongier. Pour la mauvaise nouvelle, malheureusement, Rongier a un discours de capitaine, comme je viens de le dire. Il est respecté dans le vestiaire. Sa blessure a pris plus de temps à cause d'un diagnostic trop précoce. Mais il s'est fait une raison pour 1 mois ou 2 de plus de côté et il va revenir à son meilleur niveau. Donc 1 mois ou 2 de plus de repos. Donc ce qui équivaut à fin de saison pour Valentin Rongier. On s'en doutait, on ne le voyait pas de retour à l'entraînement dans le groupe. Dans le groupe, je parle, il s'entraînait à faire 2-3 petites courses. Apparemment, il aurait retouché le ballon à l'entraînement dernièrement. Mais il est très loin d'une reprise. Donc 1 mois ou 2, même si c'est 1 mois. Là, on est déjà le 9 mai. 1 mois, c'est le 9 juin, c'est terminé la saison. Donc Valentin Rongier, qui se remettent bien en forme, qui reviennent bien l'année prochaine. Cet été, il va se refaire en forme, bien en forme. Il fera une grosse prépa pour l'année prochaine avec un nouveau coach. Et on reverra notre ancien capitaine, peut-être à un certain niveau. On espère qu'il revienne à un bon niveau. Et pour sa dernière saison, parce que je pense que ça va être la dernière année pour Valentin Rongier, à moins qu'il parte même avant, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà pour Valentin Rongier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes triste pour lui? On s'en doutait quand même qu'il ne revenait pas. Donc il ne va pas revenir normalement cette saison. Pas aucune minute. Allez, j'enchaîne avec autre chose, les amis, avec un autre joueur, c'est Verretou. Verretou qui nous parle d'Aubameyang. Il nous dit c'est un joueur exceptionnel, on ne lui en veut pas du tout sur son occasion ratée au match aller. Et oui, le tête-à-tête qu'il a tiré trop croisé, lancé par Aminari dans la surface. Il était un petit peu en bout de course. Bon, moi, je n'en veux pas. Je vous avais dit dans mon débrief, j'en voulais pas. Dans le sens où il nous a mis tellement de buts. Il nous a tenu toute la saison, que ce soit en Europa League, même en Ligue 1. Je ne vous dis pas où on serait en ce moment en Ligue 1. On ne serait pas 8 ou 9e. On serait plutôt 11, 12 ou 13e. Peut-être même, attention à la lutte peut-être au maintien. J'abuse peut-être un peu, mais Aubameyang, c'est quand même 27 buts cette saison. Je ne sais pas si j'oublie un but, peut-être 27 je crois. Pour 11 ou 12 passes décisives. C'est des stats énormes. À chaque fois, je vous dis, les stats, c'est pas le plus important, mais c'est quand même énorme. Voilà, il a un ratio énorme. C'est la moitié des buts de l'OM, peut-être cette saison. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on doit pas être loin. Donc, Aubameyang, on peut pas lui en vouloir pour une occasion manquée au match aller. Il en a tellement mis des buts. C'est le recordman de buts en Europa League et il peut encore accentuer son avance en tête de ce record. Et on attend maintenant ce soir, bien sûr, que cette occasion, il la mette au fond. C'est sûr que maintenant, il a manqué au match aller. Au match retour, ce soir, Pierre-Emerick, il ne faut pas que tu la loupes. Cette fois-là, la prochaine fois que tu as cette occasion-là, petit crochet, frappe enveloppé pied droit. Voilà, et tu la mets lucarne. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors un petit piqué comme tu aimes bien, mais bien fait cette fois-là. Tu regardes qu'il n'y a pas de motte sur le terrain et tu nous la mets juste au-dessus du gardien. Voilà pour l'occasion. Il nous a mis des buts toute l'année, nous dit Jordan. On a confiance en lui et dans le fait que s'il en a une demain, il la mettra. Comme je viens de le dire, Jordan dit la même chose que moi. Et qu'est-ce que vous dites, vous, de Aubameyang? Est-ce que vous pensez qu'il aura cette occasion-là et il va la mettre au fond? Est-ce que vous pensez que ça va être Aubameyang, l'homme de la rencontre, qui va nous délivrer, qui va nous qualifier? Ou alors vous voyez un autre joueur? Tiens, donnez-moi un nom de joueur que vous voyez faire l'homme du match et l'homme de la qualif. Bon, il y en a un autre que j'ai en tête, on va en parler juste après.
D'abord, on parle d'un adversaire. Voilà, donc Kolasinac. D'ailleurs, ça a été un petit peu détaillé son histoire avec son départ du côté de la Provence. Apparemment, Kolasinac l'aurait joué sournoise avec la direction. Pablo Longoria, il y a un article sur la Provence. Je vais en parler en fin de vidéo. Et il disait qu'il était un petit peu fâché de son départ, où il avait menti à la direction olympienne, alors qu'il avait déjà signé un pré-contrat avec l'Atalanta avec un salaire un petit peu plus élevé. Et c'est pour cela qu'il est parti du côté de l'Atalanta. Cela dit, voilà, on va en parler un petit peu. Présent en conférence de presse aujourd'hui, c'est Latko Kolasinac. Donc ils ont voulu jouer au bluff, les Italiens, mais il ne sera pas dans le groupe. Il n'a pas pris part à la séance d'entraînement de l'Atalanta et sera forfait pour affronter l'OM. Donc pas de Sead Kolasinac, il sera remplacé, vous le verrez, poste pour poste, par l'absent du match aller, donc le Suédois qui était absent, qui était suspendu. Yen, si je le dis bien, Yen, H-I-E-N. On va en parler après. Allez, j'enchaîne avec Kolasinac, qui nous parle de son coach. Kolasinac qui nous parle de Gasperini. Voilà, maintenant on regarde un petit peu du côté de l'adversaire. J'ai toujours pensé que la pré-saison que l'on a fait a été l'une des plus dures, mais elle paye aujourd'hui. Je ne suis pas surpris d'être capable d'enchaîner grâce à ça. Voilà, il nous parle de l'enchaînement avec la pré-saison qui a été énorme avec Gasperini. Et ça ressemble un petit peu à celle d'avec Tudor. Puisque je vais vous montrer un petit détail de Gasperini, comment ça fonctionne du côté de l'Atalanta depuis 8 années. Regardez, on a un retour de Joachim Maele, qui ne joue plus à l'Atalanta, et qui nous dit, il décide de tout, on ne se sent pas comme une personne, on a l'impression d'être en numéro. Un petit peu comme avec Tudor, vous vous en souvenez qu'il y avait eu des tensions avec Guendouzi, avec Payet, avec Under en début de saison, avec d'autres joueurs, Gerson, le tête-ton-tête pratiquement. Donc c'est un coach qui a un petit peu le même style, enfin c'est plutôt Tudor qui copie Gasperini, voilà c'est son mentor, et voilà on retrouve un petit peu la même personne, espérons que ça se termine aussi mal qu'avec Tudor, c'est-à-dire avec Tudor on s'en souvient, la fin de saison elle a été dégueulasse, le groupe l'avait lâché. Espérons que ça lâche ce soir, pourquoi pas, on ne sait jamais. Il est intransigeant et ça a créé des problèmes avec tout le monde, les joueurs, les gens du club, les journalistes. Seuls les supporters l'adorent. Et avec ces résultats, les dirigeants ne peuvent pas faire autrement que de le garder. Voilà, c'est comme avec Tudor, ça ressemble à un Tudor en plus expérimenté du côté de l'Atalanta avec Gasperini. Allez, j'enchaîne. Est-ce que vous aimeriez, imaginez-vous, l'année prochaine, puisque on se demande qui va être coach, pour l'instant on se positionne sur Fonseca, on va en parler justement à la fin, il y a une petite info sur ça. Mais imaginons que ce n'est pas Fonseca, imaginons que ce n'est pas un autre coach qu'on a annoncé dernièrement. Gasperini, est-ce que ça vous plairait, un Gasperini? Même s'il est assez ancien, il a 66, 67 ans, je ne sais pas quel âge il a. Est-ce que ça vous plairait à vous, pour ceux qui connaissent vraiment ce coach-là? Allez, j'enchaîne, on va pas parler que de Gasperini, on revient sur l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset, on sait ce qu'on doit faire. On est prêt à aller au bout de la nuit pour rendre tout le monde heureux. Comme je vous l'ai dit en intro, il veut rendre le peuple marseillais heureux. C'est sa première demi-finale européenne, et il veut pas se louper. Bien sûr, les joueurs ont le même discours, hein, ils vont pas avoir un autre discours. Et derrière, il termine sa conférence de presse avec quoi, les amis? On va terminer. Je vous ai fait un court résumé, hein, comme ça on va pas rester bloqué sur ça, focus sur ça. Jean-Louis Gasset qui nous dit, on est pour une fois au complet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça on va faire un point sur la compo juste après. On a fait en sorte de monter le physique pour tout le monde, et là on est bien. Et oui, parce qu'on a eu une semaine de repos. On a une semaine de repos, donc physiquement on est bien. Voilà, donc d'ailleurs Jordan Vertou a remercié la Ligue, voilà, en disant bah, c'est bien que la Ligue comprenne que le football français n'a pas beaucoup de Coupes d'Europe. Il a fait plus ou moins entendre ça. Et l'OM qui arrive en demi-finale avec une semaine de plus de repos, tandis que du côté de l'Atalanta, ils ont joué lundi, même s'ils ont fait un peu tourner 4-5 joueurs, mais ils ont quand même joué lundi. Et ils ont fait jouer les titulaires en fin de match. Ils ont fait rentrer leurs titulaires en fin de match, parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner le match. Donc au moins, ils sont un petit peu peut-être fatigués de leur côté, alors que nous, on va être normalement, beaucoup de joueurs vont être à 100%. Là, il faudra arrêter avec la fatigue, l'enchaînement des matchs. Je veux bien qu'il y ait un petit peu de fatigue, bien sûr, des petites blessures, des bobos, il y a toujours des bobos. Mais maintenant, il y a une semaine de repos, et là, on est à fond. Donc là, on est bien. On a travaillé les tirs au but. Donc très important de le dire parce que ça peut arriver au tir au but. Et d'ailleurs, je vous donne mon pronostic maintenant. Je vois un partout. Voilà, je reste positif dans le sens où on n'est pas éliminé. Mais je vois un partout. Et pourquoi pas on se qualifie encore au tir au but. Moi, je le prends, je le signe tout de suite. Voilà, il y en a qui voudront dire « Non, il faut qu'on gagne avant. » Non, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je vous dis, la Ligue 1, c'est de côté. La Ligue 1, c'est de côté pour moi. Même si je veux qu'on gagne tous les matchs, bien sûr. Mais moi, pour moi, la Ligue 1, c'est de côté. Et c'est que l'Europa League que je vise dans ma tête. Je veux gagner cette Europa League. Il nous reste que 2 rencontres. 2 rencontres, tout peut se passer en 2 rencontres. L'Atalanta
ça se vaut avec notre équipe, de ce qu'on a vu au match aller. On n'est pas largement en dessous, largement au-dessus. Voilà, on a dominé pendant une partie de la rencontre. On a été un petit peu mal au début, mais on s'est repris, on les a dominés au Vélodrome. Là, on va être à l'Atalanta, à Bergame. Ça va être plus compliqué, je pense. Mais il y a quand même motif d'espoir de se qualifier déjà en finale. Et après, avec Leverkusen en face, qui a gagné du côté de la Roma, ça sera peut-être plus compliqué. Mais sur un match, tout peut se passer. Pour l'instant, on n'est pas sur la finale. Et je termine. Donc, ils ont travaillé les tirs au but, comme beaucoup d'autres choses. Donc, peut-être des combinaisons sur les coups de pied arrêtés. Voilà, j'aimerais bien qu'ils travaillent un peu les coups de pied arrêtés, justement. Ça, c'est un gros défaut cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Voilà, on a beaucoup de corners qui étaient mal tirés, de la part de Vertu dernièrement, avec l'absence de Klose. Mais beaucoup même de combinaisons qui ont été dégueulasses. Je m'en souviens d'une, je ne sais plus si c'est contre Benfica ou l'Atalanta. Je crois que c'est Benfica, où il y a un petit piqué de Vertu devant la surface. On a un super coup franc. Je crois que c'est contre Benfica. Et il va directement s'y mettre. Ouais, il y a beaucoup d'erreurs sur les coups de pied arrêtés. Voilà, à part Aubameyang, dernièrement, qui a tiré 2-3 bons coups francs. Même s'il n'a pas marqué, il a touché le poteau. Mais au moins qu'on voit qu'il a une qualité de frappe, il est en confiance. Les autres ne sont pas au rendez-vous sur les coups de pied arrêtés. J'aimerais bien que les coups de pied arrêtés soient ajustés. Les tirs au but, bah, si on les a travaillés, peut-être que ça sera du même domaine que de Benfica. Et c'est pour ça que je vous donne mon pronostic encore une fois. 1 partout. Donnez-moi le vote dans les commentaires. 1 partout, tir au but. Et on gagne. Allez, j'enchaîne avec les compositions d'équipe. Alors, je vous montre la compo que j'ai postée sur Twitter. Alors, vous ne voyez pas les têtes des gardiens. Enfin, surtout celle de Musso, l'Argentin. Il était au match aller. Mais on s'en fout. On s'en fout. Je vous énumère les deux compos. Allez, on va commencer par l'Atalanta avec Musso gardien. Donc, c'est la même compo qu'au match aller. Seulement, comme je vous l'ai dit, Kolasinac est absent. C'est Yin en défense centrale qui le remplace poste pour poste. Donc, un Suédois de 25 ans, très grande taille. Donc, c'est un gabarit très lourd. Comme Scalvini qui était très lourd. Jim City était très lourd. Donc, pourquoi je dis très lourd? Parce qu'on aura sûrement des contres à jouer. Avec Sarr et Aubameyang, s'ils sont titulaires comme on le voit là, ça pourrait aller très vite en compte du côté de l'OM. Et il faudra vraiment prendre le dessus. Donc jouer dans le dos, jouer dans le dos, jouer dans le dos. Pourquoi pas combiner, essayer passer dans les espaces, faire beaucoup d'appels, les fatiguer. C'est des gabarits très lourds derrière, hein. C'est plus d'1m90 pratiquement pour les trois. Donc faut les fatiguer, Pour le milieu de terrain, donc du côté de l'Atalanta, on a Ederson et De Roon qu'on a vu au match aller, Ruggieri à gauche et Zappacosta à droite. Et les joueurs que je crains le plus, moi, pour ma part, c'est, bon, bien sûr, on va aller dire Scamacca, le buteur, oui, il a marqué au match aller, mais Cop Miners. Moi, c'est plutôt Cop Miners. Déjà, son nom, Cop Miners, ça fait mal, tu vois. Coupe, comme ça, comme une coupe. Coupe Miners. Je sais même pas si on dit pas coupe. Coupe Miners, il me fait peur, moi, avec sa frappe, sa qualité de frappe pied gauche. On l'a vu, il a frappé une fois au match aller. Je crois que c'est un arrêt de Brook Lopez, si je ne me trompe pas. Une grosse frappe de loin. La passe décisive, c'est lui qui la donne. Sur le match contre la Salernitana, en retard, le lundi, là, c'est lui qui rentre. Et je crois qu'il est dans les buts, il me semble, dans le dernier but. Il fait une passe décisive, si je ne me trompe pas. De Cateller, joueur de qualité technique assez élégante, grande taille, mais il peut marquer aussi des buts. Même s'il n'en a pas mis beaucoup, comme vous voyez là dans les stats, c'est 2 buts en 12 matchs. Comme Minor, c'est 30 matchs, 4 buts, tout match confondu sur la C3. Et Scamacca, 9 matchs en C3 dans sa carrière pour 6 buts. Scamacca, bien sûr, Cop Miners, bien sûr, De Cateller, faut pas l'oublier non plus. Les joueurs de couloir, faut pas oublier. Le milieu de terrain, faut gagner cette bataille du milieu, pardon. Et attention aux coups de pied arrêtés, que ce soit défensif comme offensif. Offensif, bien sûr, bien travaillé. Et surtout défensif, avec leur taille, comme je vous l'ai dit en défense, ils vont apporter sûrement de la tête. Peut-être un surnombre, peut-être, je sais pas. Même si nous, on est armés. Allez, parlons maintenant de notre compo de l'OM. Donc, Jean-Louis Gasset nous a remis le 3-5-2, 5-3-2, comme vous voyez. Je m'en fous. En tout cas, on a les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les mêmes que d'habitude. C'est la même compo qu'on peut avoir en 3-5-2, c'est-à-dire Paul Lopez au gardien, Chancel Mbemba à droite, Gigot dans l'axe, Balardi à gauche. Quentin Merlin qui revient donc de blessure, il est bien revenu face au Benfica, il revient dans le rythme, c'est bien. Quentin Merlin donc à gauche, Klose à droite, Kondogbia en pointe basse, Aminarit avec Veretout pour la création, relayeur et création offensive, percussion pour Aminarit. Et Ismaïla Sarr et Aubameyang pour les deux attaquants. Bien sûr, on peut s'attendre que Ndiaye soit titulaire, peut-être, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je pense qu'on pourrait partir plutôt sur ça. Voilà, comme au match aller. Je ne sais pas si je me trompe, je crois qu'il avait joué Ismaïla Sarr. Voilà la compo de l'OM selon l'équipe. Pour les absences, donc on a bien sûr Rongier, Nadir, j'en ai parlé, Ulysse Garcia pas enregistré, Pape Gueye et Onana pas enregistré. Et pour les suspensions en cas de carton jaune, il n'y en a aucun. Donc, s'il y a un carton jaune pour un Marseillais,
il n'y aura pas de suspendu pour la finale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de l'Atalanta, c'est pareil, mais on s'en fout. Voilà, une bonne nouvelle, pas de suspension en cas de qualification s'il y a un carton jaune pour un joueur de l'OM. Pour la Provence qui nous met sa composition d'équipe, c'est pas la même. Il y a juste du côté de l'attaque où il y a un changement, c'est Ndiaye en titulaire et Sarr en remplaçant. Ouais, ils mettent un petit ou. Voilà, donc c'est la même compo, exactement la même du côté de la Provence. Donnez-moi votre avis. Alors, sur les deux compos, il y a juste une différence. Vous préférez avoir un Ndiaye en titulaire et qu'on change, qu'on mette Sarr en fin de match avec les joueurs qui sont fatigués, il pourrait apporter sa vitesse, sa percussion, sa puissance. Je parle de Sarr. Ça pourrait faire des différences plus qu'un Ndiaye quand il rentre en fin de match, je pense. Ça, c'est mon avis. Ou alors l'inverse, mettre Sarr en début de match, qui sera peut-être plus pris, je veux dire, dans la profondeur. Peut-être qu'on aura plus de rythme du côté de l'Atalanta, moins de fatigue. Alors qu'en fin de match, si on le met Sarr, ça sera plus une arme. Moi, à mon avis, je mettrais Ndiaye en avance et après Sarr à la fin. Voilà, c'est mon avis, je ferai comme ça. Donnez-moi votre avis à vous. Allez, je termine maintenant avec les compos. Donnez-moi votre avis, laquelle vous préférez pour le choix entre les deux joueurs. Maintenant, parlons des joueurs qui seront importants. Je vous ai parlé d'Aubameyang, bien sûr, on attend que ce soit notre héros de la rencontre, notre héros de la compétition, notre héros de la saison, notre star, notre Drogba, plus. Parce que si on gagne l'Europa League, il éteindra Drogba pour ma part. Il éteindra Drogba. Tout le monde veut voir Drogba devant, je ne sais pas pourquoi, parce que Didier, Drogba, je ne sais pas, peut-être ça vous plaît. Non, mais moi, ça sera Aubameyang qui sera devant. Voilà, ça sera Aubameyang si bien sûr on gagne l'Europa League. Si on ne gagne pas l'Europa League, ben, il aura fait une excellente saison, hein, ça n'enlève pas le niveau. Mais il y a un autre joueur aussi que j'aimerais. Voilà, j'aimerais qu'il soit très fort ce soir. Il prend ses responsabilités, mais qui soit très fort comme il en a l'habitude. C'est Chancel demi-dieu Mbemba. Il y a eu un petit article du côté de la Provence. Je ne vous lis pas tout l'article, je vous ai mis les phrases principales pour ses qualités. Pour ses qualités qu'on retrouve à chaque rencontre. Le combattant. Donc c'est un combattant, c'est un guerrier. Si vous êtes attaquant, vous avez peur de vous approcher de Chancel Mbemba, nous dit John Van Den Broem. C'est son premier entraîneur qu'il a lancé du côté d'Anderlecht en Belgique. Je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est un défenseur au duel qui est très fort. Il va très vite sur les premiers appuis. Il est costaud. Il est pas si grand que ça. Il fait 1m82, 83 je crois, Mbemba. Je sais pas si je me trompe. Mais en tout cas, il est très costaud. Et au duel, c'est difficile à le dépasser. Voilà, donc Chancel Mbemba, le combattant, ça lui va bien. Le buteur, pareil pour John Van Den Broem, j'ai du mal à le dire, le coach d'Anderlecht, qui nous dit avec sa détente et son timing, il était fantastique, un fantastique joueur offensif. Bien sûr, il a mis combien de buts de la tête, mais aussi du pied, je vais dire. Mais aussi du pied. Le but qu'il met au match aller, c'est du pied droit, le poteau rentrant. Il a une patte droite quand même qui est assez élégante quand même. Il a des gestes techniques. Le but qu'il a mis, je crois, l'année dernière contre Sporting, il fait un dribble dans la surface, crochet, frappe. Il était magnifique, c'est un but d'attaquant. Donc Chancel Mbemba, il a des qualités énormes en tant qu'attaquant, en tant que, bien sûr, défenseur au duel, et en tant que joueur de tête, il est très fort. Défensivement, il a plus de mal qu'offensivement, j'ai l'impression. Ensuite, il nous parle de défenseurs qui avancent. Il casse les lignes par la passe ou en se projetant. Et ça, c'est vrai. Par la passe, peut-être un peu moins, je dirais que Balerdi, par exemple. Voilà, Balerdi, je le trouve plus élégant dans sa passe qu'un Chancel Mbemba. Mais par contre, dans ses courses, il a plus de puissance qu'un Balerdi, si on peut le comparer. Et j'ai l'impression qu'il va plus se projeter qu'un Balerdi. Je ne compare plus à Balerdi. Mais en tout cas, c'est un joueur qui se projette beaucoup. Il peut prendre le couloir droit, parfois, qu'on l'a déjà vu faire, combiner et tout, machin, partir centré ou alors aller dans la surface frapper. Voilà, donc c'est un joueur qui nous apporte offensivement. Et il est polyvalent. Et il est polyvalent, notre Chancel. Il a aussi joué au début de sa carrière en numéro 6 avec un abattage important, nous dit Sébastien Desabre, le sélectionneur du Congo. Voilà pour Chancel Mbemba, les qualités qui le représentent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les qualités que j'ai mis en avant. Voilà, je trouve que j'ai pas loin d'avoir tout dit pour Mbemba. Voilà, c'est une personne qui a l'air humble. C'est une personne humble. Et c'est une personne qui doit nous amener aussi au toit de l'Europe. Voilà, donc il y a Aubameyang, il y a Chancel Mbemba, il y a Verretou, j'aimerais bien aussi, qui nous amène très haut. Et Kondogbia aussi, il ne faut pas oublier. Et même, je vais vous dire, un Paul Lopez qui quand même a plus de 40 matchs en C3, je crois que c'est 49 matchs exactement, c'est un joueur qui a quand même d'expérience. Il arrive pratiquement à 30 ans, il a 29 ans Paul Lopez. Donc j'aimerais bien aussi qu'il fasse son match. Voilà les joueurs importants qu'on pourrait avoir ce soir. Je ne vais pas parler de Jonathan Klaus qui lui aussi peut nous apporter sur le couloir. Quant à Merlin, au milieu de terrain bien sûr, j'aimerais bien qu'Aminarit trouve les bons choix au bout d'un moment. Et tous les joueurs sont importants, mais voilà les joueurs que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Mbemba, Aubameyang, pour moi, c'est les joueurs en avant que je mettrai.
Et après, ben, Verretou et pourquoi pas Paul Lopez s'il peut faire un grand match. Après, il y aura les rentrants, bien sûr. NDI s'il rentre ou d'autres joueurs, peut-être. Imaginez-vous un Correa. Il a quand même de l'expérience, Correa. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, on le critique. C'est un touriste, je suis d'accord. Mais Correa peut nous apporter quelque chose aussi. Il peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est le moment qu'il doit le faire. C'est le moment. Voilà. Imaginez-vous, c'est la star. C'est le héros de ce soir. Imaginez-vous, c'est le héros du 22 mai à Dublin. Eh ben, on le signe. Hein. Malheureusement, il faudra le signer puisque Longoria, il a dit. Hein. Par la C3, ça passera aussi. Hein. Là, par la C3, ça passera. Si on se qualifie en Ligue des Champions en gagnant l'Europa League, eh ben, il faudra signer. Il faudra le signer, Correa. Voilà, c'est pas que la Ligue 1, comme certains disaient. Donc, il faudra le signer. Ben, si on doit le signer et que c'est un héros, je signerai volontiers. Par contre, bon, je pense que ça ne sera pas les héros, mais on peut le penser. On ne sait jamais. Allez, on termine maintenant et on va du côté de nos adversaires. Il y a un joueur, on en a parlé tout à l'heure, c'est lui. Scamacca, Sead Kolasinac nous a parlé en bien de lui. Il nous a dit un petit point pointilleux sur lui en nous disant que c'est un joueur qui défend pas mal. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il travaille aussi énormément défensivement. C'est un joueur qui défend pas mal. C'est l'idée de jeu de Gasperini. Comme je voulais vous le montrer avant, je voulais le mettre avant cette info-là, mais c'est pas grave. Gasperini, c'est un peu comme Tudor. Vous en souvenez, marquage individuel, c'est pas marquage en zone. Donc quand il y a un joueur qui est sur un joueur, eh ben il le lâche pas. Comme Scamacca, il a un joueur peut-être à marquer, peut-être je ne sais pas lequel, mais on s'en fout, et il va le marquer. Voilà, par exemple un Balerdi, si Balerdi monte d'un cran, il va au milieu de terrain, il va peut-être le suivre au milieu de terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Scamacca, c'est un joueur qui défend comme tous les autres. Donc ça va être un match dans le match entre tous les joueurs de l'OM et de l'Atalanta, puisqu'il y a un marquage individuel. Bon, Scamacca, attention à lui, et bien sûr Cop Miners et tous les autres. Un joueur qui pourrait être aussi le héros, c'est lui, Mumbagna. Je suis venu chercher des titres, nous dit Mumbagna, du côté du Dauphiné. Il a délivré un entretien, une entrevue. Je ne peux pas vous lire tout non plus. Donc je vous mets juste une petite phrase qui me plaît, moi, c'est « Je suis venu chercher des titres ». C'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez. Voilà. Si vous ne voulez pas des titres, eh ben, il faut aller voir d'autres clubs, les amis. Il y en a marre du podium project. Il y en a marre des... Je me satisfais des demi-finales project, ou je me satisfais des quarts de finale project, ou je me satisfais des finales project. Non, non. C'est je veux gagner project. Des trophées project. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je veux des trophées, les amis. Je suis venu chercher des titres. Je suis venu chercher à gagner le cœur des supporters marseillais. Je suis venu tout donner, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tous les gens de mon quartier qui vivent le foot, qui vivent pour le foot et qui sont supporters de l'OM, nous dit Faris Pemi Mumbagna. C'est Pemi son deuxième prénom? Pemi Mumbagna. Voilà. Mumbagna qui veut être le nouveau Drogba. Il avait dit. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Il avait dit. On me l'avait dit et il avait dit. Voilà, c'est son frérot en fait qui l'avait dit à un ami et cet ami-là m'avait relayé l'information comme quoi Mumbagna voudrait être le nouveau Drogba de l'OM. Voilà, il veut être le nouveau Drogba. Et ben ce soir, si tu rentres, c'est toi le héros. Je vous parle de héros depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on passe. Franchement, je souhaiterais. Je sais même pas. Tiens, je vous le dis, allez, si l'OM gagne l'Europa League, je continue la chaîne encore une année. Malgré que je travaille en double, je continuerai la chaîne en année. Et ça, c'est sûr. Hein. Notez-le. Comme ça, si vous voyez que l'OM gagne l'Europa League, vous me remontreriez cette phrase que je vous ai dit maintenant. Voilà, je vous ai annoncé là. On ne sait jamais. Allez, j'enchaîne avec les stats. Ah, les stats importantes. 20%, seuls 20% des clubs français se sont qualifiés en finale d'une compétition européenne majeure après avoir échoué à remporter le match aller 5 sur 25. Donc c'est une mauvaise stat. 1 sur 5 ou 5 sur 25 plutôt. Donc Marseille est la dernière équipe à y être parvenue. C'était déjà en C3 contre Newcastle en 2004 et Bologne en 1999. 20% de chances de se qualifier. C'est pas un gros pourcentage, mais vu que j'ai mis cette photo derrière, je pense que ça peut porter bonheur. Vous en souvenez cette photo-là? C'est de quel match, les amis? Donnez-moi le match exact. La photo qu'il y a là, avec Florian Thauvin et Front de Bois Rolando. Et derrière, il y a Luis Gustavo, je crois, et Ocampos qui est juste ici, je crois. Alors, c'est quel match? Donnez-moi le match. Allez, je termine avec les stats. Et après, il y aura l'information pour le nouveau coach, peut-être l'année prochaine. Et après, Fonseca. Plutôt, pas Longoria. Alors, les stats. Je vous lis les stats. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, merci en tout cas. N'hésite pas à donner de la force et mets un petit like, petit commentaire et tout ce que tu veux. Alors, les statistiques de l'OM et de l'Atalanta avant la demi-finale retour du UEFA Europa League 2023-2024, jeudi à 21 h à Gewiss Stadium.
9. L'OM s'est qualifié pour le tour suivant lors des 9 dernières confrontations en phase à élimination directe d'une compétition européenne majeure où il n'a pas perdu le match aller, dont 2 fois cette saison contre le Shakhtar Donetsk et Villarreal. Donc, c'est un inverse là. Là, ils disent si on n'a pas perdu au match aller. Mais là, on n'a pas perdu. Non, on a fait match nul. C'est vrai, j'ai oublié, on a fait match nul. C'est pas grave. C'est un bon signe. 4. L'Atalanta a été éliminé lors de 4 des 5 dernières confrontations en phase à élimination directe d'une compétition européenne majeure où elle n'a pas gagné le match aller. L'exception était cependant la plus récente face au Sporting Portugal en 8e de finale de Ligue Europa cette saison. 1 partout à l'aller. Ah, c'est le même score, attention. Et 2-1 au retour. Oui, d'ailleurs, il avait dit Gasperini, à la conférence de presse, il a dit « C'est comme face au Sporting Portugal, on a fait 1 partout, et au match retour, on a gagné 2-1. » Espérons que ça soit pas le même résultat. 78. L'OM compte 78 buts, toutes compétitions confondues cette saison, et pourrait atteindre la barre des 80 lors d'un troisième exercice de rang. 93 en 2021-22, 82 en 2022-2023, une série de 3 saisons consécutives qui n'a réussi qu'une seule fois lors des 30 dernières années, 4 de 2008-2009 à 2011-2012. Donc on a marqué plus de 78 buts que 4 fois dans l'histoire, c'est le plus gros record entre 2008 et 2012. Mais sinon, 3 fois d'affilée, ça serait une série très très rare. Voilà, donc là on en est à 78. Donc tout à l'heure j'avais dit la moitié, ben Aubameyang non, il n'est même pas la moitié, c'est 27. C'est à peu près un tiers des buts pour Aubameyang. 29. L'OM a inscrit 29 buts en 15 rencontres en compétition européenne cette saison, son nouveau record lors d'une campagne continentale dépassant ses 28 réalisations de 2017-2018 avec 19 buts. Ah ouais, carrément, hein. Ah non, 19 matchs, pardon. J'ai compris 19 buts, je me dis putain, on a dépassé 10 buts. Non, non, on avait marqué 28 buts en 19 matchs en 2017-2018. Et là, on a dépassé, on a 29 buts. Donc avec le match aller, on a marqué le but d'Ememba. 29 buts, c'est le record dans une compétition européenne en 15 matchs. Ça fait pratiquement 2 buts par match, c'est quand même une belle moyenne. Voilà, donc espérons qu'on continue dans cette moyenne-là et qu'on marque 2 buts ce soir. 6. Contre l'Atalanta, lors du match aller, Chancel Mbemba est devenu le seul meilleur buteur de l'OM en compétition européenne majeure parmi les défenseurs. 6 buts, dépassant Tay Taiwo, 5 buts. Et derrière, je crois qu'il y a Basile Boli, Heinze à 3 buts, je crois, un truc comme ça. J'avais vu la stat tourner quelque part. Donc, Mbemba est le meilleur buteur dans l'histoire de l'OM en tant que défenseur. En Coupe d'Europe, hein, je parle. Mais en championnat, il en est pas loin, parce qu'il marque pas mal de buts. Il y a Laurent Blanc, je pense qu'on a marqué plus, parce qu'il en a marqué pas mal aussi, Laurent Blanc, en championnat. Mais en tout cas, Mbemba, il claque, hein, il claque en Europa au moins. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe avec 6 buts. 75. Le défenseur de l'OM, Leonardo Balerdi, a remporté 75 duels en Europa League cette saison. Plus que tout autre joueur, face à l'Atalanta Bergame, il est celui qui a gagné le plus de duels, 10 sur 16. Celui qui a effectué le plus d'interceptions, 5. Tandis que seul Matteo Ruggieri, 11, a récupéré plus de ballons que lui, 10. Donc il y a Ruggieri qui a récupéré plus de ballons que Balerdi, mais tout le reste, point de vue stats défensive, il bat tout le monde. Voilà, cette saison, Balerdi, il atteint un standing, un niveau qui malheureusement, pour l'instant, bon, on peut se dire, on lâche sous nos couleurs jusqu'au bout de la saison, c'est impeccable. Mais je le sens, l'année prochaine... Allez, je touche du bois, parce que tout à l'heure, on va aborder le sujet de ma courte pour l'investissement. 27. Le milieu de l'OM, Geoffrey Kondogbia, a effectué 27 interceptions en Ligue Europa en 2023-2024. Au moins 5 de plus que tout autre joueur. Donc on a des belles stats quand même. Pierre-Emerick Aubameyang a disputé 99 matchs en compétition européenne majeure, 61 en Ligue Europa, 38 en Ligue des Champions, tour préliminaire exclu, pardon. L'attaquant de l'OM compte pour l'instant 51 buts en 99 matchs, et 34 en C3, 17 en C1. Donc il a 51 buts sur 99 matchs. Il a un but tous les 2 matchs. C'est une belle moyenne pour un attaquant de ce niveau-là. Donc voilà les stats à noter. Maintenant, je vais vous faire écouter. Alors, mettez bien vos écouteurs, les amis. Ça dure 22 secondes. Allez, écoutez bien ce qu'il va dire Loïc Tanzi. C'est le journaliste du côté de l'équipe. Alors, journaliste, hein, on l'entend comme on veut. Allez, je vous fais écouter cela. Et hop. Projet. Demandez à l'oracle Loïc Tanzi. Ouais, alors là, je pense que n'importe quel club de Ligue 1 aurait pu le faire qu'il le Red Star. Mais je pense que c'est une solution pour l'OM à condition que l'OM ne soit pas en Coupe d'Europe. Ça serait pas. La priorité, c'est Fonseca. Ils sont sur Fonseca. C'est la top priorité. C'est la négociation aujourd'hui, elle est avec Fonseca. Et je pense même aujourd'hui qu'il y a 80% de chances que Fonseca soit l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Un gros. Voilà. Donc, il parle d'Habib Beye, d'abord en premier lieu.
Il parle d'Habib comme quoi l'OM pourrait, pourquoi pas, être intéressé par Habib et lui aussi en cas de non-Coupe d'Europe, bien sûr. Et bien sûr, après, il parlait de Fonseca, mais c'est le premier choix, c'est Fonseca, avec 80% de chance de recruter Fonseca du côté de l'OM. Voilà, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas? Après, je sais pas d'où il sort ce chiffre-là, 80%, ça pourrait être 79, 77%, je sais pas, il sort de son peut-être son petit derrière. Mais en tout cas, voilà donc les amis pour l'information pour Fonseca. Maintenant, on termine par le dossier, donc Pablo Longoria et McCourt. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, il est conforté à sa place, renforcé, soutenu par Franck McCourt. Le clan McCourt soutient depuis le début Pablo Longoria. Là, maintenant, on peut voir un petit peu, après le départ qui a été annoncé du côté de Tessier, qui va partir en fin de saison, voir un petit peu ses partenaires, ses collaborateurs qui étaient proches du clan des Stéphanois, comme on l'aime l'appeler. C'est Grégory Lamela, le directeur commercial, qui, selon la Provence, finalement, aurait été conforté aussi à cette place-là. Il partira d'ailleurs ce soir, il sera là ce soir avec la délégation marseillaise. Donc, Grégory Lamela reste, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas un ennemi pour Pablo Longoria. Ludovic Paradinas, responsable du scouting pour le centre de formation, lui aussi était dans le clan de Tessier. Apparemment, ça pose pas de problème non plus. Longoria aurait confiance en pratiquement tout le monde et surtout en Benassia. Voilà, Benassia, Longoria, c'est une paire qui marche. Enfin, qui marche. On verra si elle marchera dans l'avenir. Mais en tout cas, ils se connaissent depuis la Juve et ils se confortent un petit peu dans leur amitié. Pour l'instant, Pablo Longoria ne s'intéresse pas trop au domaine de les adversaires qui pourraient avoir potentiel dans la direction en tant que clan ancien stéphanois ou je sais pas quoi. Et McCourt, qui depuis les États-Unis, Franck McCourt, observe cette mouvante scène olympienne. Il est attendu à Marseille prochainement. Voilà, prochainement, il devrait venir sur Marseille dans un timing flou, comme c'est marqué là, qui laisse pantois les plus optimistes évaluant cette venue en jours. Il pourrait venir dans les jours qui viennent, ou les plus pessimistes parlent de semaines, peut-être à la fin de la saison. Toujours est-il que le propriétaire de l'OM, donc Franck McCourt, voudrait, selon certaines sources, conforter Longoria dans son rôle de président et lui offrir un peu plus de moyens. Moyens financiers pour, pourquoi pas, le mercato et construire autre chose l'année prochaine. Une qualification pour la Ligue des Champions pour la finale de la Ligue Europa en Irlande, d'où sa famille est originaire, renforcerait sans doute la volonté de l'actionnaire. Et oui, parce qu'il est d'origine irlandaise, Frankie McCourt, et pourquoi pas, ça lui plairait d'aller voir ce match-là avec Pablo Longoria et toute la délégation marseillaise. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes chaud pour ce soir. Moi, je suis chaud artichaut. Vous avez vu la fumée en début de vidéo, pardon. Je vous attends maintenant pour les likes, pour la force, pour la chaîne. Il faut qu'on batte tous les records sur cette vidéo-là parce que c'est la dernière vidéo, peut-être. Non, je rigole. C'est pas la dernière vidéo, mais le dernier live ce soir. Je vous attends pour les likes, pour le début de live, comme je vous ai mis. Je vous mettrai dans la description le lien du live de ce soir. Sinon, vous l'avez sur la chaîne. Vous allez dans En Live et vous faites ce qu'il faut. Donnez-moi votre prono, votre composition que vous préfériez. Peut-être vous ne voulez pas voir peut-être des joueurs qui sont sur le terrain. Peut-être que même NDI ou Sarr, vous ne voulez pas les voir. Vous voulez voir Mumbagna, pourquoi pas. Ou Correa, ou Unai, ou d'autres joueurs. Donnez-moi votre idée de compo. Si c'est en 4-2-3, 1, 3 machin, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Allez les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve ce soir à partir de 20h, 20h05, 20h10. Peu importe, on sera là pour le coup d'envoi à 21h, tous ensemble, hein, chaud, cacao. Et si on se qualifie, ça va être une soirée de dingue encore une fois. Et si la finale, je vous le dis encore une fois, je vous le répète, on la gagne. Malheureusement, j'allais dire malheureusement, non. Heureusement pour vous, peut-être heureusement pour moi, on passera de super moments en Ligue des Champions l'année prochaine. Si on gagne l'Europa League, et ben je serai encore là l'année prochaine. Vive le foot chez Sabach Foot. Et allez l'OM!